Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui, on a un épisode qui va être un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, dans le sens où ce ne sera pas deux jeux qui vont s'affronter, mais 2 années. Donc aujourd'hui, l'épisode, c'est 2021 contre 2022. L'idée, en fait, c'est qu'on va faire une petite rétrospective de 2021, puis vous donner un petit avant-goût de qu'est-ce qui nous attend en 2022. Donc pour commencer, on va quand même discuter des jeux qu'on a joués cette semaine avant de tomber dans le vif du sujet. On va changer les affaires, mais pas toutes quand même. Faut rester fidèle à notre fanbase. Alright. Fait que ce soir, on a joué ensemble à Azul, les vitraux de Sintra, de Michael Kiesling et de la compagnie Next Move. Ce jeu-là, c'est en fait le deuxième d'une série. Azul, il y a maintenant, je pense, 4 jeux qui ont été faits dans cette série-là. T'as Azul Queen's Garden, t'as Azul Summer Pavilion, puis t'as Azul Stained Glass of Sintra. Ouais, c'est ça. Nous, on a joué à Stained Glass of Sintra, qui est le deuxième de la série. Mais ils ont tous un même une mécanique commune. En fait, puis un thème commun aussi. On est des verriers qui font des vitraux pour... je pense que dans le jeu original, c'est pour une cathédrale au Portugal. La façon que ça fonctionne, en fait, c'est que c'est un jeu de draft. Donc, de sélection de tuiles. Puis les tuiles, en fait, c'est des petits carrés en plastique là, qui ont l'air de des bonbons. Mais en fait, c'est des morceaux de vitraux. Hein. Oui, mais comme tu les vois sur la table pis t'as le goût de les manger, là. Non? C'est juste... Ça pourrait vaguement évoquer un Starburst, là. Ouais, mais... c'est ça. Ils sont comme en plastique un peu translucide, vraiment flash. Les messages pour usage externe seulement, c'est adressé à Sam de façon générale. Mais bref, c'est ça. Le jeu, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de groupes de tuiles qui vont être placés sur des espèces de sous-verts, là, des coasters. Chaque groupe va être... dans le fond, ça va être des petits groupes de 4. Puis on va sélectionner un groupe de tuiles d'un de ces coasters-là. Mais le twist, c'est qu'on prend toutes les tuiles de la même couleur. Fait qu'il y a comme 5 couleurs dans le jeu. Fait que si je décide que je prends les rouges, je prends toutes les rouges qui sont qui sont dans ce groupe-là, et j'envoie toutes les autres tuiles dans le centre. Puis on peut aussi choisir du centre. Fait qu'au fur et à mesure que la partie avance, le centre, il va s'accumuler des tuiles dedans, fait que ça devient de plus en plus tentant d'aller dedans pour avoir beaucoup de tuiles. Par contre, on est limité dans le nombre de tuiles qu'on peut placer dans un même tour. Et dans le fond, c'est aussi que on a chacun un plateau sur lequel on va avoir des vitraux qui vont devoir être construits. Puis chacun va avoir un plateau qui va être différent. Puis il faut construire ces vitraux-là en suivant justement les couleurs qui sont indiquées. Ouais, ben en fait, les plateaux sont différents, mais c'est les mêmes vitraux, sont juste pas placés dans le même ordre. Mais c'est ça, mettons, sur mon plateau, je vais avoir une colonne qui va avoir 5 jaunes, l'autre à côté, ça va être 2 blancs, puis 3 oranges. Généralement, il n'y a pas plus que 2 couleurs. Il y a des frimes. Sur certaines tuiles, il y a des frimes, par contre. Ouais, c'est ça. Puis l'idée, c'est que je dois toujours placer, j'ai un petit pion, dans le fond, c'est la twist de ce deuxième opus-là, c'est que j'ai un petit pion, puis je peux seulement placer dans les colonnes qui sont soit égales où mon pion est situé, ou à la droite de ce pion-là. Et quand j'arrive au bout, mettons, si je veux retourner en arrière, ben, je dois comme perdre un tour pour reculer mon pion. Fait que c'est ça. Fait que c'est toujours un peu un questionnement quand c'est ton tour à jouer, à savoir, bon, qu'est-ce que j'ai besoin, quelle colonne est-ce que je peux améliorer dans mes vitraux, puis à quel point ce que je vais laisser ce que je vais déposer dans le milieu va aider les autres joueurs, parce que tous les vitraux, tous les plateaux sont ouverts, fait qu'on peut savoir quelle couleur chaque joueur a besoin. Fait qu'il faut un peu réfléchir stratégiquement à qu'est-ce qu'on va laisser. Parce que oui, certaines fois, dans certains moments, on peut s'avantager puis compléter une colonne, mais après ça, on permet peut-être à quelqu'un de finir une colonne qui lui donne encore plus de points. Le jeu peut vraiment prendre une tournure mesquine, je dirais,
Parce qu'on peut vraiment justement regarder qu'est-ce que les autres ont besoin, mais surtout qu'est-ce qu'ils veulent pas avoir. Parce que si j'ai déjà complété tous mes plans, mettons, qui nécessitaient des tuiles jaunes, ben, toutes les jaunes que je pourrais vouloir ramasser, ben, je pourrais pas les placer sur mon plateau. Et à toutes les fois qu'on peut pas placer une tuile, que ce soit parce qu'on n'a pas d'emplacement pour cette couleur-là, ou si on a besoin de 4, mais qu'on a été forcé d'en ramasser 5 ou 6, mais les tuiles qui sont en trop, c'est des points négatifs qu'on accumule pendant la partie. Puis ça peut vraiment faire mal. Du genre, t'es le premier, t'es comme Sam, là, ta partie va bien. Puis là, tout d'un coup, t'es obligé de prendre 6 tuiles que tu peux pas placer. Puis là, ça te fait tomber à moins 18 points. Puis là, Dans une partie qui se finit à peu près 50-70, là, moins 18, ça fait mal. Hmm. C'est ça qui m'est arrivé ce soir. Fait que c'est ça. Fait que t'as quand même une forme d'interaction entre les joueurs qui est intéressante parce que si tu observes le plateau des autres, tu peux vraiment leur nuire. Oui, j'ai vu des parties où ce que le monde faisait pas trop attention à ça, tout le monde fait sa petite affaire dans son coin, tout est beau, tu sais, le jeu, là, comme je disais tantôt, les tuiles sont, tu sais, ça, il y a vraiment une belle présence sur la table, ça a l'air tout cute pis tout, mais si on décide de regarder qu'est-ce que les autres veulent, puis surtout qu'est-ce qu'ils veulent pas, ben ça peut vraiment faire devenir un jeu qui va vous faire sacrer après vos amis, puis les insulter violemment. Ouais, Jamais que j'aurais fait ça, là, mais ça pourrait arriver à d'autres, pas à moi. Non, jamais. Fait que c'est ça. Fait que ça peut être un jeu qui peut être casual ou sauvage. Donc c'est ça, le jeu est aussi le premier Azul est disponible maintenant sur boardgamearena.com, qui est un site web pour jouer à des jeux de société en ligne. Plus de détails là-dessus plus tard dans l'émission. Foreshadowing. Donc c'était Azul de Michael Kiesling et des éditions Next Move. Donc récemment, on a aussi joué au jeu Race for the Galaxy de Tom Lehman et des éditions Rio Grande. Donc, Race for the Galaxy, comme le nom le dit, ça a une thématique un peu science-fiction et dans laquelle on va devoir coloniser les planètes et utiliser les ressources qu'on va produire à partir de ces planètes-là pour accumuler des points. Ouais, le jeu, c'est un jeu de cartes. Il va y avoir 2 paquets de cartes, là. Un qui vont servir à sélectionner les actions qu'on va faire dans un tour, puis un autre qui est comme qui sont les mondes qu'on peut coloniser, les technologies qu'on peut rechercher, qui est aussi, dans le fond, la monnaie dans le jeu. C'est ça, on a des cartes dans les mains. À toutes les fois qu'on en construit une ou qu'on développe qu'on recherche un développement, ça nous coûte d'autres cartes qu'on doit défausser de notre main. Il y a plusieurs familles de cartes aussi, parce que chaque planète qu'on va construire va aussi donner des bonus à certaines actions. C'est un peu un tableau builder dans le sens où, selon vers quelle stratégie on veut aller pour pouvoir faire des points, il faut pouvoir jouer les cartes qui vont aller dans ce sens-là. Fait qu'on a des cartes qui vont faire des points quand on va consommer des ressources. Fait que là, à côté, il faut pouvoir les produire. Fait qu'il faut faire cette espèce d'enchaînement-là où on va être capable de produire et consommer facilement. Ouais, peut-être important de préciser comment que un tour fonctionne. C'est que dans le fond, il y a plusieurs phases de tours qui vont être d'explorer pour avoir des nouvelles cartes, développer des nouvelles recherches, coloniser des mondes, vendre des ressources et produire ensuite. Puis la twist, c'est que chacune de ces phases-là va seulement s'effectuer si un des joueurs sélectionne cette phase-là au début du tour. Donc au début du tour, on prend nos cartes de sélection d'action. Donc à 2 joueurs, on choisit 2 cartes. À plus de joueurs, on choisit seulement une seule carte. Puis en fonction de quelles cartes actions vont avoir été sélectionnées, c'est ces actions-là qui vont avoir lieu pendant la partie. Et la personne qui a sélectionné cette action-là va avoir un petit bonus au moment de la faire. Comme par exemple, pour faire des recherches, ça va coûter une carte de moins pour placer un développement. Fait que là, on va avoir cette sélection d'actions-là qui vont être présentées et on fait les différentes actions à tour de rôle. Là où la construction de tableau est importante, c'est qu'il faut être capable de pouvoir faire des points à chaque étape si on peut. Fait qu'il faut pouvoir savoir quelles cartes vont bien synergiser l'une avec l'autre, parce qu'il y a vraiment plusieurs stratégies, il y a plusieurs types de cartes différentes. On a des cartes militaires qui permettent de faire des points à long terme, puis qui font que plus tu as des cartes militaires fortes, plus tu peux faire des cartes militaires gratuitement. Tu as des cartes qui vont te permettre de produire, puis après ça, vendre tes ressources, puis en ayant des ventes plus qui te donnent plus de points. On a en fait plus de cartes. On peut consommer des cartes qu'on va avoir produites pour pouvoir faire des points. C'est ça, chaque ressource qu'on produit, en fait, soit qu'on la vend pour plus de cartes dans nos mains ou qu'on la consomme pour faire des points. Mais là, pour ça, ça prend les développements ou les mondes
en conséquence. Il y en a qui vont seulement prendre certains types de ressources. Il y a 4 types de ressources dans le jeu. Puis, dans le fond, ça va dépendre des mondes qu'on a colonisés, quelles ressources qu'on produit. Puis, c'est ça. C'est vraiment une course, comme le nom le dit, Race for the Galaxy, parce qu'il y a deux façons de mettre fin à la partie. C'est soit de mettre une 12e carte dans notre tableau, ou d'épuiser la réserve commune de points. Une fois qu'elle est épuisée, on peut quand même faire des points supplémentaires pendant le reste du dernier tour, mais ça signale la fin de la partie. C'est ça. Puis les deux stratégies sont vraiment viables. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on reçoit au début, puis de comment qu'on s'enligne. Puis souvent, ils vont être en compétition l'un avec l'autre. Quelqu'un qui est dans le militaire, justement, va vouloir mettre fin à la partie rapidement parce que cette personne-là peut bâtir beaucoup de cartes vraiment vite sans payer trop de ressources, qui est l'avantage de cette stratégie-là, versus quelqu'un d'autre qui peut vouloir prendre un peu plus de temps, se monter son tableau pour vraiment comme faire beaucoup de points à chaque tour, puis après ça, faire des cycles répétés de production, consommation, etc., etc. Fait que c'est un jeu qui a beaucoup de stratégie, je trouve, au final. Tu sais, c'est une mécanique qui est quand même simple au final. Le jeu est pas très compliqué, mais tu peux vraiment avoir un niveau de réflexion élevé pour pouvoir arriver à maximiser le nombre de points que tu peux faire dans un tour. L'espace décisionnel est vraiment très large. Parce qu'au début, on a une main de cartes, on peut aller dans toutes les directions. C'est vraiment important quelles cartes qu'on choisit de placer versus lesquelles qu'on décide de défausser. Puis ça va vraiment influencer comme la stratégie qu'on va essayer de faire. Mais il y a quand même moyen de pivoter en cours de partie si on voit que ça marche pas ou qu'on repige pas les cartes qu'on a besoin. Il y a un petit jeu, mais ça dépend à quel point, là, puis tu sais, à quel tour surtout. Là. Dans les 3-4 premiers tours, maintenant ça se fait. Après ça, c'est plus compliqué ou tu sais, on va pouvoir le faire, mais on va être en retard. Ouais, ça coûte plus cher. Puis là aussi, il y a un bon avantage à avoir joué plusieurs parties parce qu'on connaît les cartes, on sait qu'est-ce qui est plus viable que... Ouais, puis on sait aussi qu'est-ce qui peut sortir. Tu sais, il y a des cartes de développement qui coûtent très cher, mais qui vont donner beaucoup de points, mais ça va être pour des conditions vraiment différentes d'une fois à l'autre. Il y en a une qui donne des points pour le développement, par exemple. Une qui donne pour la force militaire, une autre pour le nombre de pouvoirs de consommation qu'on a, etc., etc. Puis l'idée, c'est d'en choisir une au début, dans la première qu'on pige, mettons, ou la deuxième, puis de s'enligner avec ça si on peut. Ou sinon d'essayer d'aller à la pêche dans le deck de cartes pour sortir la carte qu'on a besoin, mais ça, c'est plus risqué un peu. Ouais. Ou au moins s'ouvrir des possibilités si jamais on a une main qui est pas agréable au début de la partie. C'est ça. J'avoue que moi, j'ai joué, c'était la fois où on a joué, en fait, ça a été ma première partie de ça et j'ai été... je me suis fait défoncer, là. C'était pas propre. Mais en même temps, c'est là que je vois aussi que le niveau d'expérience est important dans ce jeu-là. Ouais, ben on parlait de Board Game Arena tantôt, c'est c'est mon jeu fétiche sur Board Game Arena. Là-dessus, ça prend 5 minutes une partie. Souvent, je vais jouer sur mon téléphone avant de me coucher ou sur mon heure de lunch. J'ai le temps d'enchaîner une couple de parties. Ouais, parce que ça peut jouer vraiment rapidement, là. Ça prend pas de temps, là. Puis ça Surtout prend à peut-être deux. Parce qu'à deux, on choisit deux phases chacun. Fait que ça prend vraiment 2 fois moins de tours avant de se rendre à la fin de la partie. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'avec l'expérience à ce jeu-là, puis quand on joue à plusieurs joueurs, c'est qu'on peut essayer de deviner qu'est-ce que les autres vont sélectionner comme phase, puis vraiment être capable de surfer sur leur vague. Là. C'est là qu'on va être le plus efficace. Puis tu sais, par exemple, si on anticipe une colonisation, on sait qu'on n'aura pas nécessairement besoin de la jouer nous-mêmes parce que ça va sortir. fait que tu peux espérer qu'il y ait ça, puis là, sélectionner consommer, puis jouer un monde qui apparaît avec une ressource dessus pour le vendre à ce tour-là. Puis là, quand ça marche, c'est vraiment le fun parce qu'on vient de sauver un tour. Mais si ça marche pas, puis que personne choisit de coloniser, puis que nous on arrive pour consommer, puis on n'a rien à vendre finalement, ben ça peut vraiment faire mal. Fait que c'est ça. Fait que t'as comme l'étude du jeu des autres, l'anticipation du prochain tour, qui fait que tu peux justement adapté ta stratégie. Puis c'est vraiment un super bon jeu, là. Il est sorti en 2007, puis on en parle encore aujourd'hui, puis je suis pas gêné, là. Ça vaut la peine de le découvrir sur Board Game Arena. Puis son gros défaut à ce jeu-là, justement, c'est que l'iconographie est pas toujours claire quand on commence à jouer. Ouais, c'était pas super évident. Fallait souvent aller faire référence au guide. Mais je te dirais que
après une deuxième partie, je serais vraiment meilleur. Parce que ce serait beaucoup plus clair, on comprend mieux comment ça se passe. Puis, justement, sur Boarding Arena, on peut mettre notre curseur sur une carte, puis là, il va y avoir un petit texte qui va popper, qui va nous dire exactement qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que les icônes veulent dire, etc. Donc, pour apprendre, super bonne façon. Ouais. Donc, c'était Race for the Galaxy de Tom Lemon et des éditions Rio Grande Games. Et finalement, un autre jeu qu'on a joué ensemble récemment aussi, c'est Crusaders Thy Will Be Done de Seth Jaffe et des éditions Feu Tasty Ministerial Games qui ont fait faillite un peu plus tôt cette année, malheureusement. C'est triste parce qu'en plus, Crusaders, c'était vraiment un bon jeu. Ouais, ils font des bons jeux. C'est eux qui ont fait Orléans aussi. Donc, dans Crusaders Thy Will Be Done, on est des croisés. Puis on est là pour pouvoir rétablir l'ordre, dans le fond. On est là pour ramener les gens à la bonne religion, qui est nécessairement la nôtre. Ouais. Puis quoi de mieux que pour répandre notre religion que de tabasser tout le monde qui a pas la même. Ouais. C'est sûr que c'est pas l'époque la plus glorieuse de l'histoire, là, mais c'est assez abstrait dans le jeu, là. Fait qu'en gros, on a nos petits croisés qui vont se promener sur la carte de l'Europe. Puis on va pouvoir faire différentes actions qui vont être de bâtir des buildings, développer notre armée, développer notre piété, qui est en fait les points de victoire dans la partie. Puis à peu près toutes les actions qu'on fait vont nous rapporter un peu de points. Fait que c'est un peu une salade de points là, qu'ils appellent. Mais t'as quand même un petit... en tout cas, moi, j'avais été capable de me faire un petit moteur aussi. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, toutes les actions sont un peu interreliées entre elles. Les différents buildings qu'on fait vont améliorer les différentes actions qu'on veut faire, puis là, plus on monte notre armée, meilleur qu'on est pour combattre les différentes factions d'infidèles. On rentrera pas trop dans les détails là-dessus, mais Mais le truc vraiment cool, c'est la sélection d'actions. J'avais pas vu ça dans aucun autre jeu. En fait, on a comme une petite pizza, j'allais dire. Ouais, En tout cas, qui est un petit hexagone qui est séparé en 6 pointes, sur lequel on a nos différentes actions qui sont possibles. Fait que ça va te déplacer, construire, aller chercher de la loyauté, tout ça. Et on a des pions sur ces points de pizza-là. Quand on sélectionne une de ces actions-là, on prend tous les pions qui sont sur cette pointe de pizza-là, puis après ça, on les distribue sur les autres de façon équitable en tournant dans les aiguilles du monde. Puis ça, ce que ça fait, c'est quand on fait une autre action par la suite qui a plus qu'un pion, on fait l'action en question X nombre de fois. ouais, dans le fond, la force de notre action est déterminée par le nombre de pions qu'il y avait dessus au moment où on l'a sélectionné. Fait que si j'ai 3 pions dessus, puis que je fais l'action déplacement, par exemple, ben, je vais pouvoir déplacer mon croisé de 3 espaces. Puis ça, c'est augmenté aussi en fonction de qu'est-ce qu'on va avoir construit, qui vont nous donner d'autres améliorations. Fait que tu as un peu cette réflexion-là à faire, dans le sens où tu regardes ta pizza, tu regardes où est-ce qu'ils sont placés tes pions, puis des fois tu te dis, je vais avoir besoin d'effectuer telle action plus tard. Quelle action je peux faire maintenant pour pouvoir commencer à accumuler des pions dessus? Fait que t'as cette mécanique-là aussi qui est vraiment cool, qui fait qu'il faut que tu penses à l'avance vraiment qu'est-ce que tu vas avoir besoin au prochain tour. Puis c'est un jeu qui ramp up, là, Il y a une escalade Ouais, dans le fond, plus on bâtit un même type de building, plus ça va coûter cher. Donc il faut que notre action soit plus forte. En même temps, plus on bâtit d'autres types de buildings, plus qu'ils vont booster ce type d'action-là. Puis il y a aussi la twist que chacune de nos points de pizza peut être améliorée. Puis là, on la retourne de bord, puis maintenant, il y a 2 actions sur cette pointe-là. Fait que quand on l'active, on peut splitter diviser les pions qui sont dessus, puis faire les 2 actions en même temps. Fait que je peux en mettre 2 sur le déplacement pour me déplacer de 2, puis après ça, avec les 3 autres qui me restent, bâtir un bâtiment qui me coûte 3 à l'endroit où je viens tout juste de déplacer mon petit croisé. Fait que c'est vraiment cool parce que t'as ce mécanisme de gestion d'action qui se combine avec notre amélioration puis aussi notre contrôle de territoire aussi, parce que ça, c'est Ouais, c'est un autre aspect qui est cool parce que sur le board, il y a différents territoires où on peut aller envoyer notre croisé puis bâtir des bâtiments, puis combattre les ennemis. Il y a plusieurs factions ennemies, donc plus on combat une faction, plus elle devient forte.
Fait que collectivement, tu sais, si je vois que mon adversaire est pour aller se battre contre les Sarrasins, par exemple, ben, je peux aller moi aussi me battre contre un pour lui rendre la tâche un peu plus difficile. Il y a certains endroits sur le board qui donnent des bonus pour certains types de bâtiments. Donc, si je bâtis ce type de bâtiment-là, je fais plus de points. Ou à l'inverse, j'ai des rabais pour... Dans le fond, ça coûte moins cher construire tel type de bâtiment-là. Puis ça, c'est aléatoire au début de la partie. Là, on les distribue, ça va toujours être différent d'une partie à l'autre. Puis des fois, ça donne que un même building, un même type de building peut avoir à la fois un rabais et donner des points. Donc ça devient des... Il y a des combos qui peuvent se faire quand tu vas attaquer certains territoires. Fait que c'est ça, ces territoires-là deviennent plus prisés, fait qu'il y a plus de compétition pour aller les chercher en premier. Parce qu'un coup qu'un bâtiment est bâti sur un territoire, on peut pas en bâtir d'autres. Puis on peut pas non plus voler les territoires des autres. Fait qu'une fois que quelqu'un a construit sur ce territoire-là, c'est à lui pour la fin de la partie. C'est ça, c'est plus comme un aspect de course que vraiment des conflits directs. C'est ça. Puis à ça, je pense que le dernier truc qu'on n'a pas dit, c'est juste qu'au au début de la partie, on a aussi un personnage qui est différent, une faction différente, qui nous donne un bonus, qui fait que tout le monde a une situation de départ un peu différente. Puis souvent, ces factions-là vont jouer un peu sur la façon qu'on peut jouer avec notre pointe de pizza, là. Il y en a qui vont permettre de sauter une pointe quand on distribue. Il y en a d'autres qui vont avoir plus de pions dessus, mais qui vont avoir d'autres malus ailleurs. Il y en a qui ont moins de pions, mais qui commencent avec des actions déjà améliorées. Il y en a qui commencent avec deux croisés sur le board, donc c'est plus facile de se répandre rapidement. Donc, je pense qu'il y en a une 10 ou 12 dans la boîte. Fait qu'il y a une belle variété là. Ouais, non, il y a une belle rejouabilité vu que déjà le plateau est différent d'une partie à l'autre. On a les personnages, on a les factions au départ qui sont différentes. Moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi aussi, c'est une belle découverte pour moi. C'est un jeu que j'ai reçu en cadeau dans l'échange Ghost Turkey, qui est un peu le Père Noël secret de la communauté de Board Game Barrage, qui est un podcast que j'écoute et que j'aime beaucoup. Je les salue. Je pense pas qu'ils nous écoutent parce qu'ils parlent pas français, mais bon. Ben oui, c'est ça. Bien content de mon cadeau. Merci Ghost Turkey. Donc c'était Crusaders Thy Will Be Done de Seth Jaffe et de Tasty Minstrel Games. Donc maintenant on est rendu à la partie principale du duel. 2021 contre 2022. Fait que on s'est entendu sur le fait que j'allais pas défendre 2021. Puis que Sam non plus, parce que ça n'a pas été la meilleure année au final. C'était clairement une amélioration à 2020, mais on va espérer que 2022 va être encore mieux. Ouais. En même temps, c'est pas tant dur à battre. Donc, pour commencer, on voulait remettre en revue nos objectifs qu'on s'était fixés pour l'année 2021. Ouais, nos résolutions, en rapport au jeu de société. Moi, de mon côté, c'est un peu drôle, là. J'avais été dit que j'avais backé quelques Kickstarter. Je m'étais laissé un peu emporter avec certaines dépenses, on va dire. Fait que je m'étais fixé comme objectif. FOMO! FOMO pour Fear of Missing Out, donc la peur de manquer quelque chose. Ouais, ça m'a pris 2 fois. Je me suis fait embarquer avec 2 projets sur Kickstarter qui sont venus, c'est ça, assez cher. Puis au final, j'ai fait des all-in sur les deux. Le premier, c'était Nova Aetas Renaissance, qui est une espèce de dungeon crawler avec un gros scénario, puis tout ça, puis qui a l'air aussi un peu RPG tactique. C'est drôle parce que je me rappelle que c'est moi qui t'ai parlé de ce jeu-là. Puis justement, comme je me disais, je le regardais, tu sais, je me disais, c'est cher, des dungeon crawl, j'en ai déjà plein. Je devrais pas m'acheter ça, ça serait pas sage. Puis je vais l'envoyer à Vincent à la place, lui, il va l'acheter, puis je vais pouvoir jouer avec lui. Puis ton premier argument, en plus, c'était « Hey, il y a un gars, il s'appelle Vincenzo! » C'est pour toi? Fait que c'est ça. Au début, j'étais réticent, puis après ça, ben, j'ai été all-in. Fait que ça a été ça. Fait que après Witcher World, où j'ai été encore all-in, je me suis dit, bon, c'est fini cette année. J'ai assez dépensé pour les jeux de société, puis j'ai fini par échouer. J'ai échoué dans ma résolution parce que après ça, j'ai backé un autre Kickstarter. J'ai pas été all-in, là, par exemple. Je me suis contenu. C'est bien parce que je trouve que, tu sais, je sens souvent on y va pour le all-in sur le Kickstarter parce qu'on se dit, ben tu sais, ça me revient moins cher que si je veux acheter toutes ces expansions-là séparément après, ou des fois ils sont même pas disponibles Au détail. au détail par la suite.
Mais tu sais, on a tellement de jeux. En tout cas, pour moi, je sais que toi, t'as une plus petite collection que moi, mais on a tellement de jeux à jouer. Au final, on y rejoue pas, tu sais, des dizaines et des dizaines de fois à chaque jeu, souvent. Il y a des exceptions, là. Mais la plupart des jeux, on va les jouer peut-être 3-4 fois par année, max. Ouais. Puis d'aller dans le all-in, c'est que souvent, c'est des extensions que tu rajoutes qui sont pas nécessairement toutes compatibles les unes avec les autres. Fait qu'au final, pour pouvoir vraiment. Puis ça rajoute beaucoup de règles, c'est beaucoup de, tu sais, quand tu t'ouvres le jeu, tu sais pas trop quelle expansion ajouter, tu sais, souvent tu vas juste prendre la boîte de base, laisser les expansions de côté, parce que tu veux pas justement t'embarquer dans de quoi de trop gros au début. Puis tu te rends jamais au point où ce que tu te dis, ah, ben là, tu sais, j'ai assez joué, je commence à avoir besoin d'un peu plus de variété, je voudrais ajouter une expansion. C'est ça. Je suis content de l'avoir, tu sais, j'arrive là, mais Faut vraiment. C'est ça. Faut peut-être presser le citron comme faut pour après ça dire ça vaut la peine d'aller dans les extensions puis de se gâter. c'est ça, si ça devient un lifestyle game pour toi, ou tu sais, un jeu que tu joues à répétition encore et encore, tu sais, mettons que tu tapes la campagne de Gloomhaven au complet, ben là, après, c'est cool de rajouter l'expansion qui rajoute un nouveau bonhomme, des nouveaux monstres, quelques scénarios de plus, tu sais. Mais avant de te rendre là, t'as beaucoup d'heures de jeu, là. Ouais. Non, non, c'est ça. Fait que c'était. C'est pour ça que j'ai appris, on va dire, dans mes dépenses de Kickstarter. Puis quand j'ai backé mon dernier jeu, qui m'a fait scraper ma résolution, jeu que j'ai finalement backé la dernière journée du Kickstarter, puis que j'ai hésité. Puis là encore, je pensais le FOMO qui est embarqué, là, parce que j'étais comme. On le dira pas tout de suite parce que j'imagine que c'est un... Ouais, c'est un des jeux que j'ai hâte d'avoir en 2022, on va en reparler plus tard. Donc mon objectif de 2021, que j'ai échoué, était de ne pas trop dépenser en Kickstarter, et ce fut un échec. Puis au final, je me dis, j'aurais pu ne pas aller trop all-in, puis backer plus de jeux à la place. Ça aurait peut-être été plus raisonnable. Ouais, ou juste acheter des jeux qui sont déjà sortis. Aussi, parce que là, c'est vrai que je les ai backés, puis là, il faut que j'attende un an avant qu'ils arrivent. Si je suis chanceux, parce que là, avec les problèmes avec les transports, ça va peut-être être plus long. Ouais, ça c'est une autre affaire qu'on s'ennuiera pas de 2021. Donc, c'est ça. Donc, en plus que 2021 a été un peu pénible pour tes relations sociales, puis pour pouvoir jouer avec des gens, ça a été un échec au niveau de mon objectif. J'espère que toi, Sam, tu as une bonne nouvelle par rapport à tes objectifs. Oui, probablement. En fait, moi, pour mon objectif, je remonte à 2020. J'ai commencé à comptabiliser mes parties dans une application qui s'appelle BG Stats, qui est reliée à mon compte sur Board Game Geek. Puis dans le fond, à chaque fois que je joue à un jeu, j'indique c'est quoi le jeu que j'ai joué, avec qui a gagné. Je peux prendre les scores, ça peut tracer les rôles ou les personnages qu'on avait si on joue à un jeu avec des personnages asymétriques, par exemple, etc. Je peux même dire si c'était ma copie du jeu ou pas, à quel endroit j'ai joué. C'est assez intense. Ouais, ben, tu sais, t'es pas obligé de entrer toutes ces informations-là. Tu peux en prendre puis en laisser. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est de savoir avec qui j'ai joué, puis à quoi j'ai joué, puis combien de fois. Puis à quel point je t'ai torché. Ouais, je prends les scores aussi parce que tu sais, des fois, t'expliques un jeu, quelqu'un qui a jamais joué va demander c'est quoi un bon score pour ce jeu-là ou c'est quoi un score typique. Ben là, je peux ressortir mon application puis dire ah ben tu vois en moyenne le score c'est ça, la moyenne pour le gagnant c'est ça, la moyenne pour le perdant c'est ça. Fait que ça donne une idée de c'est quoi les ranges, mais pour ça, il faut avoir joué au même jeu plusieurs fois, là, parce que tu sais, des fois, une partie peut être une exception. Mais bref, fait que j'ai commencé à faire ça en janvier 2020. C'était ma résolution pour cette année-là de loguer, ben Comptabiliser. de comptabiliser toutes mes parties. Merci. Puis en 2020, je m'étais donné comme objectif de jouer à au moins 100 jeux différents. Fait que là, mon objectif en 2021, c'était de continuer là-dessus, donc d'avoir 100 jeux que je vais jouer au moins une fois. Mais en plus, je m'étais rajouté le défi que je voulais comme vraiment, Charles, on en parlait tantôt, on a beaucoup de jeux, on y joue pas assez. Fait que je voulais aussi avoir 10 jeux que je jouerais au moins 10 fois. C'est quelque chose qui est quand même assez populaire justement sur Board Game Geek ou sur les médias sociaux. Tu sais, il y a des gens qui se fixent un challenge, là, ils appellent ça un 10 par 10 ou un 100 par 1 ou etc. Puis ces gens-là, souvent, vont même présélectionner leurs jeux au début de l'année. Fait que, tu sais, ils se disent, les 10 jeux que je veux jouer 10 fois cette année sont blablabla. Moi, j'y étais un peu plus lousse. Je me suis dit, j'aimerais ça avoir 10 jeux que j'ai joué au moins 10 fois.
Mais je vais pas comme me forcer à ce que ce soit ces 10 jeux-là ou plutôt que d'autres. Je vais regarder comment mon année évolue, puis je verrai lesquels que je joue souvent, puis lesquels que j'ai besoin de jouer un peu plus pour qu'ils rentrent dans ce top 10 des jeux les plus joués au final. C'est quand même bien parce que c'est important de rejouer à ces jeux parce que sinon, au final, au niveau de l'investissement, c'est pas super gagnant. Là. Selon les jeux, en plus, ça va coûter 60$ et plus. Si tu joues une fois, c'est comme ça t'a coûté 40$ de l'heure pour jouer à un jeu. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu sais, comme mettons les gros jeux de campagne, tu peux t'es splitter avec ton groupe. Si tu joues, tu sais, si vous jouez toujours avec les mêmes personnes, vous voulez vous acheter un Gloomhaven, mais là, ça vaut la peine, là. Le jeu, il coûte pas loin de 200$ canadiens, ou en tout cas 150, 200. Mais tu sais, si vous splittez ça à 3 ou 4, puis que vous jouez, tu sais, il y a 90 scénarios dans la boîte, vous les ferez peut-être pas toutes, mais tu sais, même si vous en faites 50, ça revient pas si cher de l'heure, là, surtout si on split ça à 2 ou 3. Là. Ouais, c'est un peu comme si on avait fait avec Time Stories. J'avais acheté le jeu de base, mais après ça, on était un groupe, puis quelqu'un achetait une extension, puis là, c'était une autre personne, puis tout ça. Ça diluait le coût. Hein. Fait que bref, pour revenir à mon objectif 2021, en date du 6 décembre, au moment où on enregistre l'épisode, je suis maintenant à 97 jeux uniques à jouer au moins une fois. Et j'ai 6 jeux qui ont été joués plus de 10 fois. Je suis curieux, c'est quoi? Guards of Atlantis, Yeah, right. Celui-là, il a dû avoir genre 60 games. plus haut que ça. En ce moment à 118 Ah, pour cette année. t'as pressé le citron, là, mais... Ah non, pas encore. Je continue de découvrir des nouvelles affaires à chaque partie. Donc, c'est Guards of Atlantis, Gloomhaven, Jaws of the Lion, The Crew, Spirit Island et Régicide, qui sont pas mal tous des jeux qu'on a déjà mentionnés dans un épisode. Ouais, la plupart, ouais. Je pense qu'il y a un petit billet de sélection. Là, je parle des jeux que j'aime beaucoup et que je joue beaucoup. Mais là, ce que ça veut dire, c'est que l'année prochaine, il faudrait que ce soit d'autres jeux. Oh, ouais, non, là, ça va être difficile. Mais il y a moyen, là. La collection a quand même pas mal de jeux intéressants qui méritent d'être joués. Oui, je sais, mais tu sais, Guards, Gloomhaven puis Spirit Island, je vais vouloir continuer de les jouer beaucoup. Là, j'ai pas fini d'explorer les profondeurs de ces jeux-là. J'ai à peu près 3-4 jeux là, que je suis en 7 et 9 fois de jouer. Là. Fait que je pense que je suis en bonne voie d'atteindre mon objectif de 10 fois. Ouais. Fait que il te reste le temps des fêtes. C'est ça. Puis j'ai aussi 3 nouveaux jeux qu'il faut que j'essaie d'ici là. Fait que à suivre, mais à date, je suis en voie de réaliser ma résolution. OK. Fait que t'as quand même un message positif pour 2021 de ton côté. Maintenant, pour rester dans la note positive, tu sais, dans l'année, on essaye souvent des jeux qu'on n'a jamais essayés, puis chaque année, on a un petit coup de cœur à savoir quel jeu on a aimé découvrir cette année. De mon côté, mon coup de cœur de l'année, c'est Lord of the Ring, Journeys in Middle-earth. C'est drôle parce que ça allie des thématiques que j'ai déjà défendues dans certains duels, Le Seigneur des Anneaux, puis la même mécanique principale que Mansion of Madness. Le Seigneur des Anneaux, c'est moi qui l'ai défendu, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Mais là, j'avais Star Wars Rebellion, je veux dire. Mais l'autre était dans ton top 5 quand même. Ouais. Fait que c'est le jeu que j'ai découvert cette année. Je trouvais ça le fun. C'était un peu... Je me sentais quand même... C'était un drôle de situation parce que c'était un jeu auquel j'étais déjà... Je savais un peu à quoi m'attendre. Dans le sens où j'avais déjà joué à un jeu qui avait des mécaniques similaires. Puis je savais que la thématique allait m'intéresser. Là, ce qui était cool, c'était l'aspect, OK, on a une campagne. Fait que j'étais un peu en... Je suis pas sorti de ma zone de confort, par contre. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé ma campagne. En plus, j'étais avec un groupe de gens qui... Où est-ce qu'on se prend pas au sérieux quand on joue à des jeux, là. Puis là, particulièrement, c'était le bordel total, là. Ouais, je me rappelle d'un nom de personnage que tu m'as déjà nommé puis qu'on redira pas en nom. Comment j'ai appelé mon personnage, mais c'est ça. C'était pas sérieux, mais c'était parfait. On a eu bien du plaisir. On a passé vraiment du bon temps avec ce jeu-là, puis on a fini comme une des campagnes pendant l'année. Puis... Ok, fait que tu as quand même joué beaucoup. Oui, non, c'est ça. On avait comme un rendez-vous hebdomadaire à tous les mardis. On faisait une partie, puis on avançait là-dedans. Puis c'était pas mal cool. On a eu bien du fun. Puis c'est pour ça aussi que ça a mérité mon coup de cœur de l'année parce que... Mais c'est pas un jeu qui est sorti cette année, par contre. Non, c'est vrai que c'est pas un jeu qui est sorti cette année. Celui qui va peut-être être mon coup de cœur de jeu qui est sorti cette année, je l'ai pas encore parce qu'il est en dessous du sapin de Noël. Puis j'ai hâte de le déballer. mais lui aussi, il est sorti l'an passé. C'est vrai. On parle de Dune Imperium. C'est son extension qui est sortie cette année.
Rise of X. Fait qu'au final, c'est ça, je pense que j'ai pas joué à des jeux qui sont sortis cette année, à part peut-être Régicide. Ouais, Régicide, on a joué à Trickshot ensemble officiellement. Je pense qu'il est sorti au début de l'année. Ah oui, c'est vrai. Donc je suis en retard. Ouais, ben, je te dirais, moi aussi. Tu sais, il fut un temps où j'achetais beaucoup de jeux, tu sais, je me tenais à l'affût de qu'est-ce qui sortait, puis tout ça. Là, on dirait que je suis rendu plus difficile sur qu'est-ce que j'achète, puis j'allais dire picky. Mais c'est une tendance, là. À un moment donné, tu sais un peu c'est quoi les types de jeux que t'aimes, puis tu vas aller vers ces jeux-là où tu vas. Ouais, puis t'as aussi, tu sais, j'ai une grosse collection, je joue pas, tu sais, oui, je vais réussir à jouer à 100 jeux différents dans mon année, mais j'ai plus que 100 jeux, fait que ça veut dire qu'il y a une bonne partie de ma collection qui a pas été jouée cette année, tu sais. Fait que oui, tu sais, c'est tentant d'aller chercher de la nouveauté, des nouveaux jeux, mais tu sais, c'est le fun d'apprécier qu'est-ce qu'on a déjà aussi. Ouais, parce qu'il y a des jeux, justement, qui sont. En fait, c'est qu'il y a des jeux qui sont vraiment le fun à sortir et à mettre sur la table, mais qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de mettre. Ouais, tu sais, ben, des jeux qui requièrent beaucoup de joueurs jusqu'à cet été, c'était impossible. Puis même encore, des fois, c'est plus difficile. Je veux pas, on vieillit aussi, fait qu'on a moins de temps. Tu sais, je me rappelle quand j'étais à l'université, au bac, tu sais, le temps pour jouer à des jeux, j'en avais en masse. Ouais, puis tu sais, tout le monde qui était étudiant, hey, on avait réussi à faire une partie de Game of Thrones à 9 joueurs qui avait duré toute une journée avec des extensions non officielles. C'est pas quelque chose qui va se refaire facilement, mettons. Ben, ce genre de gros jeux-là, justement, c'est des event games, des événements. Fait que tu bookes ta date pour jouer à ce jeu-là, puis c'est ça qu'on fait cette journée-là, tu sais. Puis c'est le fun aussi d'avoir cet aspect-là, là. Mais c'est ça, c'est pas le genre de jeu que tu vas amener dans ta soirée de jeu puis que tu vas dire ah quoi qu'on joue maintenant, on va sortir Game of Thrones. Ouais, c'est un peu plus difficile. Puis faut que ça donne que tout le monde ait le temps, puis tout le monde arrive à l'heure, ce qui est des fois un Ouais, défi. puis tout le monde va y jouer à ce jeu-là en particulier, là. Mais bref, pour en revenir à 2021, moi dans les jeux que j'ai essayés qui sont sortis cette année, il y en a pas beaucoup. Peut-être une petite mention à Chronicles of Crime 1900 de Lucky Duck Games. Chronicles of Crime, c'est un jeu d'enquête. Puis la gimmick, c'est qu'il y a une application, puis dans le fond, il y a plein de cartes qui vont avoir des codes QR. Fait que des cartes pour les personnages, les objets, les lieux. Fait que quand on parle à un personnage, on scanne son code QR. Fait que là, l'application va nous dire, ah, c'est telle personne, il vous dit blablabla. Fait que là, si tu veux poser une question sur un autre personnage, ben, tu vas scanner la carte de ce personnage-là. Puis là, il va dire, ah, je le connais pas, ou ah oui, c'est telle personne, je l'ai vu à telle heure hier, puis fait que là, on fait notre enquête comme ça. À certains moments dans le jeu, il y a des petits bouts de réalité virtuelle. Fait que là, quand on investigue la scène de crime, par exemple, fait que tu prends ton téléphone, puis ça va te montrer la pièce. Puis là, si tu te tournes, ben, tu te tournes dans la pièce. Puis tu dis aux autres qu'est-ce que tu vois. Puis les autres, ils vont sortir les cartes des objets qui correspondent à ce que tu décris. Puis après ça, tu peux aller scanner ces cartes-là. Puis là, ça va dire, ah oui, tu as trouvé, mettons, tu scannes literie parce que tu as vu qu'il y avait un drap avec une tache de sang dessus. Puis ça va dire, ah oui, tu trouves la tache de sang. Puis quatrième jeu de cette lignée-là. Là. Dans le fond, il y avait eu les premiers Chronicles of Crime. Ils ont sorti le noir, puis un autre. Puis là, après ça, ils ont fait, il y a eu un Kickstarter pour 1400, 1900 et 2400. Puis dans le fond, les trois c'est des histoires qui sont reliées. Mais tu sais, tu peux les faire en standalone, y a pas de problème. Là. Toute la boîte de 1400, c'est comme un jeu à lui tout seul. Mais quand tu fais les trois, c'est que le personnage que t'incarnes dans les trois, c'est aux trois différentes époques. Puis c'est des personnes d'une même famille qui ont comme un don de préscience. Là. Fait que dans le fond, au début du scénario, t'as comme un rêve, t'as des visions, tu vois des affaires. Puis là, tu t'en vas enquêter là-dessus. Puis il y en a un qui est médiéval, là, dans 1900, tu joues un journaliste à Paris dans ces années-là. Puis en 2400, ben là, t'es dans le futur. J'ai pas joué encore, là, mais tu sais, ton personnage a des implants cybernétiques, pis tout ça. Puis Thématique cyberpunk un peu. c'est ça. Puis là, chacun a sa petite twist. Puis il va y avoir des mécaniques spécifiques, là, comme dans le médiéval, t'as un chien qui est avec toi, qui tu peux faire sentir des objets au chien, puis là, il peut repister des personnages comme ça, puis tu peux retrouver. Fait que c'est ça, tu gères ton temps aussi, tu résous des enquêtes, c'est bien. Fait que c'était
C'est ton jeu pour 2021. Ouais, mais sous toute réserve que j'ai pas essayé beaucoup de jeux qui sont sortis cette année, là. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, comme je te dis, vu que j'en avais pas acheté, ben, j'en ai pas essayé, là. De 2021, ben. Non, sinon dans les jeux qui sont sortis en 2021 puis que j'ai pas essayé puis que j'aimerais vraiment beaucoup, il y en a un qui me vient en tête tout de suite, c'est Hank. Hank, oui, de Eric Lang et Simon. Donc gros jeu de Contrôle de contrôle de territoire. territoire avec des grosses miniatures vraiment malades, super bien faites. Il est très déterministique, ce jeu-là. Puis il y a la twist aussi qu'à peu près aux 2 tiers de la partie, les deux personnes qui sont en dernier vont comme fusionner puis devenir un méga gros joueur. Donc c'est important de voir venir ça, de le préparer, puis tu peux t'arranger justement pour être Être dans la avant-dernier fusion. plutôt que ouais, c'est ça. Si les deux derniers sont vraiment proches du troisième avant-dernier, ben tu sais, ça peut être vraiment avantageux d'être dans la fusion. Puis bref, ça, il y a plein d'autres choses à gérer, là, on rentrera pas trop dans les détails pour un jeu qu'on n'a pas joué au final. Ouais. Non, non, c'est ça. Puis on a encore une couple de sujets à passer, là. Fait que, ben là, on était quand même dans une vague positive par rapport à 2021. Puis on voulait justement discuter un peu de comment est-ce que la pandémie va avoir affecté les jeux. Parce que il y a eu du négatif dans le sens où on pouvait pas inviter autant de gens qu'on voulait pour pouvoir jouer à nos jeux habituels ou essayer des nouveaux jeux en gang. Il a fallu, moi, je me suis gros tourné vers les jeux solo où justement je pouvais être chez moi puis inviter personne. J'ai aussi fait une espèce de setup avec un bras articulé, imprimé en 3D, et je filmais ma table de jeu pour jouer avec des gens via Zoom. Ça marchait bien, ça? C'était pas si pire. Ça a demandé que tout le monde se fasse un ensemble de dés maison, parce que c'était pour jouer à Cthulhu Death May Die. Ça marchait quand même bien. C'est sûr qu'on était limité sur les scénarios, puis c'était tout le temps moi qui devais comme montrer les cartes à la caméra, mais ça fonctionnait. Fait que ça, c'était la version, j'allais dire, plus fait main du jouer à distance pendant la pandémie. Mais sinon, Puis ben rapidement, comment tu comparais versus jouer sur une plateforme comme Tabletop Simulator ou Tabletopia? ben, c'est bon que tu arrives là, parce que t'es un peu moins limité, j'allais dire, sur Tabletopia, Table Simulator, parce que là, déjà, c'est moi qui devais tout contrôler. Tout était un peu dans un équilibre précaire. Fait que, tu sais, faut vraiment que tu aies quelqu'un qui ait le jeu physique aussi. Avec l'angle de caméra, là, ou la position, puis tout ça, je pouvais pas jouer à n'importe quel jeu. Tu sais, il y a plusieurs scénarios, en fait, que j'avais mis en place, puis là, j'avais ma caméra, puis ça marchait pas parce que on pouvait pas voir tout le plateau. Versus si on joue à Tabletop Simulator, on simplifie un peu l'expérience de jeu à distance. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est cool parce qu'on dirait que l'industrie s'est un peu adaptée justement avec ces systèmes-là, tu sais, Board Game Arena, Tabletop Simulator, Tabletopia. On a pu jouer à des jeux de société quand même, à distance, avec des systèmes qui étaient quand même bien faits. Pas tout le temps, là. On s'entend que, tu sais, Board Game Arena, il est vraiment bien parce que Ouais, c'est ça tout que est j'allais scripté. dire, c'est que t'as comme deux catégories, là. T'as les comme simulateurs physiques, là, que peu ou pas scriptés, puis ça va pas comme appliquer les règles du jeu. Versus les trucs qui sont plus comme des applications, comme Board Game Arena, mais il y a d'autres sites aussi, là, comme Boîte à jeux ou yukata.de, qui vont avoir une liste de jeux quand même assez Elle est plus restreinte que les autres, mais au moins, quand tu joues à ce jeu-là, les règles sont instaurées. Tu peux apprendre à jouer en jouant. c'est ça. Puis t'as aussi dans l'App Store ou le Google Store beaucoup d'applications de jeux que tu vas payer quelques dollars pour avoir une version numérique du jeu. Tu peux jouer en ligne contre d'autres gens, mais aussi contre des intelligences artificielles souvent. Tu vas avoir des tutoriels, tu vas avoir des campagnes qui vont augmenter en difficulté, des scénarios plus spécifiques. Là, tu commences dans une situation bien précise, puis il faut que tu atteignes un certain score ou des choses comme ça. La pandémie nous a permis d'explorer un peu plus ces plateformes-là. En fait, ça les a valorisés, là. Sans ça, en tout cas, moi, j'aurais été triste, là. J'ai été bien content de pouvoir les utiliser. Ouais, on a joué souvent ensemble ben, en 2020, en 2021, que ce soit sur Tabletop Simulator ou Board Game Arena. On avait acheté aussi Game of Thrones sur Steam.
qui est carrément juste le jeu tout scripté. Oui, c'est ça. Qui est vraiment bien fait aussi. Quand même. Mais aussi, c'est qu'il incorporait certaines mécaniques des extensions qui étaient bien, comme les vassaux. En tout cas, mais l'idée, c'est que ça nous a permis de jouer à nos jeux à distance. C'est Puis, ça. ça a aussi l'avantage de jouer à ces jeux-là avec des gens qu'on connaît pas non plus, puis d'étendre un peu notre potentiel de joueurs. Ouais, puis ça nous permet de jouer avec des amis aussi, des gens qu'on connaît mais qui sont plus dans la même ville que nous. Tu sais, on a joué souvent avec notre ami Martin qui est retourné en France maintenant. C'est sûr qu'avec le décalage horaire et tout, c'est pas tout le temps facile de se trouver une case horaire où on est tout disponible, mais quand on le fait, tu sais, c'est bien, ça nous permet genre de se jaser, de se donner des nouvelles, puis de jouer ensemble à un jeu comme on faisait dans le temps qu'il était ici, là. Il y a comme eu cette espèce d'explosion du jeu de plateau en ligne, puis ça, je trouve que c'est quand même un truc qui va être bien, qui est ressorti de la pandémie. Ouais, moi, je joue beaucoup sur Board Game Arena, puis j'aime bien aussi les parties asynchrone, là, ou au tour par tour. Fait que dans le fond, je prends mon tour quelque part dans la journée, tu sais, j'ai une pause à job ou sur mon heure de dîner, genre, tu sais, j'ai 4-5 parties qui sont en cours en même temps. J'alterne, je vais prendre mon tour, après ça passe au tour de l'autre. Il ou elle prend son tour quand que ça leur adonne. Fait que ça permet de découvrir vraiment beaucoup de jeux. C'est sûr que apprendre un jeu qu'on connaît pas de cette façon-là, c'est vraiment difficile. Même que des fois, ça peut Ça, peut-être nous donner une mauvaise impression d'un jeu qu'on aurait pu apprécier si on y avait joué en personne, tu sais. c'est sûr aussi que ça peut être pénible quand on joue avec des gens qu'on connaît pas, là, parce qu'on s'entend que quand on joue avec des gens sur Internet, on croise de toutes les sortes de personnes qui existent. Ouais, mais tu sais, je parlais de Board Game Barrage tantôt. Ils ont un groupe Discord que tout le monde peut joindre, là, qu'on écoute le podcast ou pas. Puis il y a quand même une bonne communauté justement de gens qui jouent sur Board Game Arena. Donc c'est facile de dire ah je veux jouer à tel jeu, je cherche des joueurs, puis tu sais, tout le monde peut joindre comme ça. Puis tu sais tu sais, oui c'est des inconnus, mais tu sais, c'est des gens que qu'on connaît semi là, c'est T'as un certain lien avec eux autres, dans le sens où c'est pas quelqu'un de complètement au hasard, c'est quelqu'un qui... tu sais, qu'on partage un intérêt commun pour un podcast, par exemple, puis tu sais, le Discord est quand même assez actif, fait qu'il y a beaucoup de discussions, principalement sur les jeux, mais aussi sur plein d'autres sujets. Fait que il y a certains sujets qui fait longtemps qu'ils sont là, puis moi aussi. Fait que tu sais, on finit par se connaître un peu. Fait que c'est le fun justement de pouvoir jouer ensemble sans être autour de la même table. C'est ça. Une autre chose aussi que ça a permis, c'est... là, c'est pour ceux qui sont un peu plus... qui aiment ça, avoir des Kickstarter, puis aller sur GameFound, puis tout ça. C'est qu'il y a certains jeux aussi qui, quand ils sont en pleine campagne, on peut les essayer. Oui, sur Tabletop Simulator ou Tabletopia, ou même des fois Board Game Arena. Ouais. Non, ça c'est bien aussi parce que ça permet d'avoir une bonne idée du jeu avant de le backer, d'avoir des conseils à dire en cours de conception pour que on identifie ça, des forces, les faiblesses, puis qu'on dise ben ça marche pas, pouvez-vous corriger ça, tu sais. Oui, mais en même temps, c'est ça, c'est qu'il manque un petit aspect, tu sais, l'aspect tactile, puis tout ça, puis d'être autour de la table. Tu sais, il y a certains jeux qui en souffrent plus que d'autres, puis justement, d'essayer un jeu pour la première fois sur ces plateformes-là, il y en a pour qui, tu sais, ça peut... C'est sûr que tu peux pas remplacer la sensation d'avoir ton jeu d'installer sur la table, qui est justement, comme on parle souvent de présence sur la table, mais des fois, tu as des jeux qui sont impressionnants à voir, puis tu sais, de manipuler les composantes. Ça fait partie, puis d'être avec ta gang autour de la table. Ça ajoute à l'expérience, puis des fois, il y a des jeux qui en souffrent, puis que finalement, tu backeras peut-être pas parce que t'as pas aimé ton expérience avec le jeu sur Tabletop Simulator. Mais c'est peut-être pas une mauvaise chose au final. Ouais, ça te permet de réfléchir, peut-être, justement, ça t'évite de dépenser. C'est ça. Puis souvent, tu sais, les jeux, ils vont être disponibles après pareil, là. Tu sais, la plupart vont être disponibles dans les magasins de jeux. Puis même ceux qui ne le sont pas, souvent, tu sais, il y a des gens là, qui revendent leurs copies usagées ou qui achètent 4 copies sur Kickstarter dans le but de les revendre, là. Fait que, tu sais, on peut attendre de voir qu'est-ce que les reviewers, les gens de confiance, là, comme nous, Ouais. pensent d'un jeu. Faire nos achats après, tu sais. Des fois, on va payer plus cher, mais souvent, ça va être même moins. Puis, c'est que tu vas avoir une vraie idée de c'est quoi l'expérience de jeu parce que quelqu'un va pouvoir t'en avoir parlé, quelqu'un va l'avoir essayé pour vrai.
puis il va pouvoir te donner un avis, puis il va pouvoir te conseiller à savoir, OK, bon, cette extension-là, finalement, elle valait pas tant la peine. Fait que si t'avais été all-in, ben... Ouais, parce que souvent, tu sais, il y a des vidéos de review, là, je mets des guillemets avec mes doigts, là, vous pouvez pas voir, là, mais je le dis, là. Pendant les Kickstarter, mais qui sont en fait trucs sponsorisés. c'est ça. Fait que c'est plus, c'est correct, là, tu sais. Oui, les gens peuvent aimer les jeux pareil, pis tout ça, mais, tu sais, ils sont quand même payés pour Faire la promotion. mousser le jeu. Fait que, tu sais, oui, ça peut être bien de regarder ces vidéos-là pour voir de quoi que les composants ont l'air, c'est quoi les mécaniques du jeu. Mais parce que moi, personnellement, tu sais, je me méfie de l'opinion de ces personnes-là sur ces jeux-là, tu sais. Il faut toujours que tu y ailles avec un grain de sel. C'est que tu vas te dire que les trucs positifs, oui, ils vont pouvoir les mettre de l'avant, mais ils vont peut-être pas trop parler des éléments qu'ils ont moins aimés. Ou ils vont en parler, mais tu sais, très peu. Fait que c'est ça, tu sais. Ben ça, c'est avec n'importe quel reviewer, là, tu sais. Tout le Ouais. monde a ses biais pis tout ça. Fait que c'est bien que maintenant, il y en ait un puis un autre. Pis tu sais, c'est facile d'avoir accès à du contenu, puis de trouver quelqu'un qui a des goûts similaires à nous, ou au contraire, qui a vraiment pas les mêmes goûts, mais qui sont bons pour expliquer pourquoi qu'il aime puis qu'il aime pas un jeu. Fait que je sais que quand cette personne-là aime pas le jeu, ben moi, je vais peut-être l'aimer. Parce que tu recherches quelque chose de différent dans ton jeu. C'est ça, fait que tu sais, d'avoir des reviewers qui sont assez bons pour exprimer leur biais puis leur goût, ça vaut de l'or, là. Donc c'est ça, Là, je dernier pense. mot à dire sur 2021. Ben. C'est bien qu'elle finisse, là. Alors, on regarde en avant 2022. On va être positif, là, parce que, en tout cas, moi, je regarde 2022, puis j'ai plein d'espoir. Premièrement, j'ai plein de jeux qui vont arriver, fait que j'ai hâte de les avoir. Puis, Ouais, ils vont arriver en 2022. sois pas pessimiste. Je t'ai dit qu'elle arrivait. Le sarcasme était palpable. Sur cette note-là, dans le fond, on voulait se poser la question, c'est quoi le jeu qu'on a le plus hâte d'essayer en 2022? Moi, il y en a deux. Je vais commencer par celui qui m'a fait qui m'a fait échouer mon objectif de 2021. C'est Lords of Ragnarok. Je pense que j'en ai parlé au début de l'épisode, au début de la saison, dans le fond, que moi j'aime beaucoup les jeux contrôle de territoire. Puis là, c'était un jeu contrôle de territoire, mais dans lequel aussi on avait plusieurs conditions de victoire. Qui faisait qu'en plus de pouvoir se taper dessus, on pouvait avoir des stratégies alternatives, puis un peu cacher notre jeu, puis tout ça. La thématique dieu nordique aussi m'inspirait beaucoup. Mais c'est dieu nordique, mais un peu steampunk aussi. Ouais, ben il y a une espèce d'aspect sci-fi, là. C'est comme, tu sais, Thor, son marteau, il est presque électrique, là. T'as Fenrir qui, en fait, il y a comme un exosquelette mécanique. Une espèce, c'est ça, de thématique science-fiction de dieu nordique. Ouais. C'est comme s'il y avait des aliens, des time travelers qui étaient débarqués à l'époque des Vikings, puis là, comme, ils ont l'air de des dieux, justement, à cause de toute leur technologie. Fait que les Vikings se sont mis à les vénérer, c'est ça. Fait que c'est ça. J'ai hésité. C'est la dernière journée que j'ai finalement flanché puis que je l'ai pris. Ce qui est drôle, c'est que quelques jours après, ma blonde m'a dit qu'elle me l'aurait peut-être acheté. C'est un des jeux que j'ai le plus hâte de jouer, justement, pour la thématique, pour la mécanique de jeu, contrôle de territoire. C'est ça. C'est un de mes jeux, un de mes deux jeux 2022 que j'ai le plus hâte. Moi, de mon côté, c'est un jeu que si vous êtes des éditeurs de longue date, vous connaissez déjà. C'est mon jeu préféré, en fait. C'est drôle à dire, parce que mon jeu préféré, il est pas sorti encore. Puis tu l'as déjà joué des centaines de fois? Oui, c'est ça, je l'ai joué sur Tabletopia, surtout. J'ai joué une fois avec un prototype en 2019, imaginez. C'est sûr que le jeu était vraiment pas dans sa forme Finalisé. finale, mais le core était là. Puis là, sans tourner autour du pot plus longtemps, le jeu c'est Guards of Atlantis 2. Donc qui est comme la suite ou la réédition, si on veut, de Guards of Atlantis. Donc c'est un jeu inspiré des MOBA. Sans trop rentrer dans les détails, les joueurs sont divisés en deux équipes. On repêche des héros qui ont toutes des habilités uniques. Puis on combat l'autre équipe. On essaie d'amener notre armée de minions, de laquais au trône ennemi. On a une gestion de main parce que nos habilités sont gérées par les cartes qu'on a dans les mains. Il y a pas de chance. Pendant la partie, on va
montée de niveau, ce qui va nous débloquer des nouvelles habiletés, des nouvelles cartes, qui va booster nos statistiques. Dans ce changement de niveau-là, il y a un choix à faire parce qu'on a des différents embranchements d'amélioration. Bref, c'est un jeu avec une profondeur infinie. Là. J'ai joué, comme on l'a dit tantôt, plus de 200 fois. J'ai pas fait le tour encore. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte d'avoir ma copie, puis de jouer, d'inviter des amis, puis de jouer sur ma table avec les vrais, là, les miniatures en plastique, de manipuler, d'avoir ma poker face quand je joue mon attaque face cachée, puis tout ça, là. J'ai vraiment hâte de jouer. Ouais. Non, c'est ça. Puis déjà, le 1, il y avait une belle présence sur la table. Là. Puis là, Oui, le 2, le 2 va être encore mieux. Puis là, c'est ça, la production va bon train. Normalement, il devrait être prêt à livrer fin décembre. Mais là, c'est avec les fêtes, puis le nouvel an chinois, puis toute la crise de shipping. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver au Canada, parce qu'au Canada, on est souvent les derniers à recevoir nos Kickstarter, malheureusement. Ben bref, j'ai bien hâte d'y jouer en 2022. Je me croise les doigts pour d'ici le printemps, pour rester dans l'optimisme. ouais, non, c'est ça. C'est pas pire parce que toi, tu t'attends au printemps. Moi, déjà, à la fin de l'année, j'avais des délais qui disaient, bon, ça va être cet été. Mais ça, c'est comme la première vague de délais. Ouais, mais attends, ça c'est un jeu que j'ai backé en avril 2020, puis qui était supposé être livré en avril 2021. Tu fais preuve de patience. Ben au moins je peux jouer sur Tabletopia en attendant. Ouais. De mon côté, le deuxième jeu auquel j'ai beaucoup hâte en 2022, c'est The Witcher Old World, que j'ai backé en début d'année, qui est un peu un mélange de sandbox game, là, de bac à sable, où on est sur une carte, on explore un peu on se promène sur la carte avec les villes, on combat des monstres, puis tout ça, puis on est vraiment libre de qu'est-ce qu'on va faire. Puis avec ça, on ajoute une dynamique de deck building pour ce qui est des attaques, puis tout ça, puis on peut faire des combos de cartes pour pouvoir combattre les monstres. Puis tout ça dans la thématique du populaire jeu vidéo. Jeux vidéo, livres, séries, en tout cas, tout The Witcher. Puis, fait que ça m'intéressait pas mal. Je suis allé all-in sur celui-là. Je vais essayer de presser le citron au maximum quand même, là. Il y a aussi un mode solo. Fait que, tu sais, je vais profiter de ce mode solo, c'est sûr. Ah, mais c'est sûr, je vais vouloir jouer avec toi au moins une fois. Là. Ouais, puis j'ai des amis qui sont aussi fans du Witcher, fait que ça devrait pouvoir sortir sur la table assez régulièrement. Fait que, on vous en reparle en 2022. On a bien hâte. Ou 2023. Ou 2024. Wow, wow. Alright, fait que ça fait le tour des jeux qu'on attend pour 2022. Là, on veut parler aussi des événements de la sphère, jeux de société. Ouais, moi, en ce moment, je prévois aller à la convention Dice Tower West, qui est à Las Vegas en mars. Donc, si le Omicron le permettent, je vais pouvoir y aller. J'ai bien hâte, justement, je vais pouvoir rencontrer plein de gens avec qui je joue en ligne. Je vais être là aussi. J'ai bien hâte de vivre une convention, mais en étant un créateur de contenu maintenant. Ouais, c'est vrai, hein, on est ça, là. Ben oui. Tu sais, je suis allé à Shox en 2019 à Vancouver, la convention de Shut Up and Sit Down. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, j'ai découvert plein de jeux. Tu sais, c'est vraiment des fins de semaine qui sont axées sur on joue à des jeux, c'est plein de gens passionnés qui sont super ouverts d'esprit. Tu sais, souvent ils ont des systèmes joueurs recherchés, professeurs recherchés. Donc si tu veux essayer un jeu mais que tu sais pas comment y jouer, tu peux demander à quelqu'un de venir te le montrer. Tu croises les créateurs, tu peux jaser directement avec ceux qui ont fait les jeux. Ceux qui ont fait les jeux, les autres créateurs de contenu, la plupart des gens sont super contents d'être là, sont ouverts à rencontrer leurs fans, à parler avec les autres. Il y a des jeux, on parlait de petits gros jeux événements, tu peux te setter une journée ou une demi-journée pour jouer à ces jeux-là. C'est sûr que tu vas trouver des gens avec qui jouer dans ce genre d'événement-là. Souvent, il va y avoir des panels aussi, tu sais, des gens, Des compagnies. ou des podcasters qui font des shows live, tout ça. Fait que c'est ça, il y a plein d'activités, plein de buzz, plein de passionnés de jeux de société. Généralement, en tout cas, moi, l'expérience que j'ai eue à chaque, c'était vraiment super positif, super le fun. Puis j'ai bien hâte de renouveler avec ça. Déjà, en 2021, il y a certaines conventions qui ont recommencé. Ça a l'air de bien aller de ce que j'entends parler sur les différents podcasts que j'écoute. Fait que j'ai hâte de me replonger là-dedans, moi aussi.
Sinon, à plus petite échelle, ben, il y en a des conventions plus locales. Avant, il y avait ici à Sherbrooke l'Estrijou, qui est organisé par les professeurs de l'école secondaire ici, puis c'est ça, c'est une fin de semaine aussi de jeux. Il y a beaucoup de monde qui amène leurs jeux, qui les prête à qui veut venir. Il y a un petit coût d'entrée, mais c'est presque rien là, pour la fin de semaine, une vingtaine de dollars peut-être. Puis tu sais, les profits vont justement pour les clubs de cette école-là, là. Donc c'est une bonne cause quand même. Puis ça permet justement de rencontrer des nouveaux joueurs, d'essayer des jeux qu'on n'a pas à la maison, de sortir nos jeux qui prennent peut-être la poussière puis qui voient pas le jour assez souvent. Donc j'ai bien hâte de recommencer ce genre d'activité-là. Puis de t'amener cette fois-là. Oui, c'est ça. Je dis pas un mot depuis le début, mais c'est ça. Je suis pas allé à Estréjou à la dernière édition. Ça fait aussi, il y a aussi le fait que j'étais un peu en France pendant une certaine période qui limitait un peu ma présence à différents événements. Puis c'est ça, les 2 dernières années, ça a été annulé, évidemment, à cause de la COVID. Sinon, une autre convention plus locale, il y a l'équipe Professeur Board Game, qui est une chaîne YouTube, mais ils ont aussi un podcast, un board game presque parfait. Vous irez regarder ça, là. C'est vraiment cool comme émission, là. C'est des podcasts plus longs que ce que nous on offre d'habitude. Puis c'est ça, ils vont aller vraiment à fond, une grosse review d'un jeu à chaque épisode. Puis c'est ça, il y a une chaîne YouTube qui suit les Kickstarter pis ces choses-là. Puis ils organisent aussi une convention qui s'appelle les Meeple Olympiades. Donc c'est ça, on s'inscrit par équipe, puis les différents membres de l'équipe vont jouer à plusieurs jeux. Il y a plusieurs événements qui sont cédulés pendant le week-end. Puis si on gagne la partie, ben, on accumule des points pour notre équipe, là, un peu comme aux Olympiques. Fait qu'il y a toutes sortes de jeux il y en a des plus costauds, des plus légers, il y en a pour tous les goûts. Dès que ça recommence, je pense que officiellement Board Game Duel va se faire une équipe, puis on va aller représenter. Je veux dire, c'est une Olympiade. Tu sais, c'est des combats, on n'a pas le choix d'être là. Pas le game duel. Je pense que ça fait le tour des événements qu'on espère pouvoir faire en 2022, ou plus tard, si nécessaire. On va se croiser les doigts. Donc, maintenant, on peut arriver à la fin de tout ça. Quels sont nos objectifs pour 2022? Ben moi, c'est sûr que j'aimerais répéter mon 100 x 1 puis mon 10 x 10. Tantôt, tu parlais d'essayer des jeux complètement différents pour le 10 par 10. Je pense pas que c'est réaliste. Je vais peut-être essayer de garder le même top 3, mais changer les autres. Sinon, mon 100 x 1, peut-être que je pourrais monter à 125, 150. Fait que je vais essayer de me rendre au plus haut possible. Puis c'est ça, je me maintiens, je vais continuer de compiler toutes mes parties, toutes mes statistiques. Je trouve que c'est le fun justement de regarder après quel jeu j'ai joué, quel jeu j'ai pas joué. Ça me permet de voir quel jeu que je pourrais peut-être me départir. Ça peut être un autre objectif aussi, peut-être essayer d'épurer ma collection avant de recommencer à acheter plus. C'est quand même sage. Moi aussi, là, c'est que c'est un truc que je veux faire, là. Il y a quelques jeux que j'ai pas assez sortis puis que je me dis qu'ils sont dus pour être qui vont peut-être être plus utilisés dans d'autres mains. Ça va être aussi de peut-être acheter des jeux soit plus usagés ou les acheter plus souvent dans mon magasin de jeux local. Parce que là, cette année, ça a été l'année des Kickstarter où est-ce que je pense que j'ai juste backé des Kickstarter. Là. J'ai pas acheté de jeu comme tel. En fait, le seul jeu qui est pas un Kickstarter que je vais avoir reçu cette année, c'est un jeu que quelqu'un m'a acheté. C'est pas moi qui y ai été. Puis, tu sais, j'aime ça encourager notre vendeur de jeux ici à Sherbrooke. C'est surtout le Griffon où on va. Ouais. En fait, j'ai acheté des jeux au Griffon, mais ça n'a pas été des jeux que j'ai gardés pour moi. Ça a été des cadeaux à d'autres gens. Ouais, c'est bien, ça les encourage quand même. Puis ouais, non, je pense que c'est une bonne idée. Tu sais, moi j'ai une grosse collection, mais je te dirais que la 2 tiers ou 3 quarts de mes jeux, je les ai achetés soit usagés ou quand ils étaient en vente. Ça réduit un peu les coûts, en fait un peu beaucoup. Puis souvent en plus, tu sais, comme le Griffon, il en back eux autres mêmes des Kickstarter, fait que tu peux parfois, ben pas toutes là, c'est sûr, là, mais tu peux acheter des versions Kickstarter là. C'est vrai, tu sais, c'est vrai que les magasins vont justement supporter ces Kickstarter-là de temps en temps pour justement pouvoir le donner. J'ai acheté Cthulhu Death Medaille là-bas. Puis il y avait la version justement avec les bonus du Kickstarter. Puis ça a été un de mes meilleurs achats de 2020. Cool. Ben je pense qu'on a déjà parlé assez longtemps pour aujourd'hui. Donc en espérant que 2022 soit meilleur que 2021,
s'entend que ce sera pas trop difficile. Non, c'est ça, on est en progression. On va espérer que ça continue. On était vos autres. J'étais Vince. Je suis encore Sam. Écrivez-nous boardgameduel@gmail.com. Dites-nous c'était quoi vos résolutions de 2021, est-ce que vous avez réussi ou pas? C'est quoi vos résolutions pour 2022? N'oubliez pas de suivre notre page Facebook, Instagram. Je mets beaucoup de photos des jeux auxquels on joue. On prépare de quoi aussi de gros pour vous en 2022, donc restez à l'affût, on va l'annoncer sur ces pages-là, probablement en primeur, puis en parler un peu plus dans le podcast après. En terminant, merci à Chrysalis pour notre chanson thème, et merci à vous de nous écouter et de vous être rendus jusqu'à la fin. Donc on vous dit bye, à la prochaine! Oui, puis on se voit en 2022. À plus! Bye! Donc, bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de... Podcast! Podcast. Premier Azul est maintenant sur boardgamearena.com, qui est un jeu pour un jeu. Donc, on peut défausser les cartes. Puis chaque... C'est pas... J'avais une idée, là, puis elle vient de partir de même. On va peut-être te revenir plus tard, puis on fera le montage du montage, c'est ça. C'est après celui-là que je me suis dit, bon, quand j'ai vu le...